Qu'est-ce qui vous a motivé, professeur Raoult, à publier tout ça, voilà, à rendre public toutes ces choses? Si vous voulez, je pense qu'une des questions qui est compliquée pour moi, ou difficile pour moi, c'est la discordance qu'il y a dans les temps que nous vivons. Vous vivez dans un temps très instantané. La vérité du jour, et je veux dire ça à tous les gens qui sont victimes d'un coup, même quand je ne les aime pas beaucoup, mais qui sont victimes tout d'un coup d'une pression médiatique extrême, avant qu'on les juge, avant qu'on ait eu le temps de regarder quoi que ce soit. Et il y a des gens qui ne supportent pas ça, mais si j'ai un conseil à leur donner, c'est laisser passer 1 mois, 3 mois, 1 an, vous verrez, plus personne ne s'en souviendra. C'est ça. Et donc cette différence dans le temps, pour moi, elle est très importante. Et donc, moi, je sais, quand je dis quelque chose, que je veux pouvoir le relire 1 an, 5 ans, 10 ans après et ne pas avoir honte de moi. Et donc, ce que j'écris là, c'est tout ce que j'ai dit. C'est une des raisons pour lesquelles je contrôle ce que je dis. Je ne veux pas me laisser embarquer par des gens qui sont hostiles et qui me forceraient à me mettre en colère. Je suis désagréable quand je suis en colère. Je ne suis pas obligé de l'être. Alors, il y a très peu de gens qui sont agréables quand ils sont en colère. Hein. Mais voilà, voilà. mais moi, je regrette après d'être désagréable. C'est ça, Je préfère ne pas l'être. Mais ce que je dis, je veux pouvoir. Vous savez, j'ai reçu récemment, j'avais fait un rapport qui est online pour le ministère de la Santé en 2002-2003. Vous pouvez le lire, je ne dis pas de bêtises. Je disais il va arriver une épidémie respiratoire parce qu'on ne sait pas les contrôler, parce que l'association de mégapoles, c'est-à-dire de villes de plus de 10 millions d'habitants, avec 1 milliard de gens qui prennent l'avion par an, ça veut dire qu'il y a une diffusion extraordinaire. J'écrivais ça en 2002, vous savez. Donc, je veux pouvoir ne pas me dire des choses dont j'aurais honte et qui seraient ridicules ultérieurement. Et donc, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je dis... Ça reste. Ça sera un voilà, écrit qui restera. C'est verbatim, ça veut dire c'est mot à mot ce que j'ai dit. On ne peut pas me faire dire ce que je ne dis pas. Ouais. Donc, il vaut mieux que ce soit vous qui l'écriviez. Donc, comme ça, on sait que c'est vous. Voilà, voilà. On pourra pas vous... Donc, après, bien entendu, les choses et la connaissance évoluent. Et donc, choses qu'on pouvait imaginer. Mais j'essaie tout le temps de faire la différence entre ce qu'on voit comme étant établi, pour l'instant, et avec les outils qu'on a, bien sûr, et ce que je peux imaginer ou ce que je pense en le différenciant clairement. Vous n'êtes pas tant dans le livre. D'une manière générale, vous voulez aussi montrer dans le livre que la gestion de la crise a été pratiquement catastrophique. Voilà, c'est ce que vous dites. Quel aspect de la crise vous ont le plus dérangé? La gestion. Si vous voulez, moi j'ai essayé de mettre en garde dès le départ contre l'affolement et la perte des réflexes habituels. Si vous regardez maintenant, peut-être vous choquez, mais je vérifiais ça juste, vous voyez, sur mon téléphone avant de venir. Si vous regardez maintenant, est-ce que vous pensez que l'espérance de vie des humains a diminué en 2020, en 2021? La réponse est non. En France, elle a diminué juste en 2020, je vais vous dire pourquoi. En 2021, elle a repris le rythme qu'elle avait avant, l'espérance de vie qu'il y avait avant en 2019 et en 2020. Pourquoi elle a baissé en 2020? Elle a baissé en 2020 parce que la gestion ici et dans l'Est a été absolument catastrophique. Voilà. Elle a été catastrophique parce qu'on a oublié, c'est pour ça que le sous-titre de ça, on a oublié que la médecine, c'est la médecine, et qu'il y a un artisanat dans la médecine qu'il ne faut jamais oublier. Il faut soigner les malades, il faut aller les voir. Et donc, il y a eu un moment, le politique et l'information se sont emparés d'une maladie en disant c'est plus aux médecins, c'est plus aux gens à s'en occuper. Il faut que vous restiez chez vous, en leur donnant des consignes qui étaient des consignes absolument inappropriées à cette maladie, en particulier attendre d'être essoufflé, ce qui est une catastrophe dans cette maladie, et on le sait maintenant. Et donc les gens attendaient d'être étouffés, et quand ils rentraient, la première chose qu'ils faisaient, c'est aller en réanimation, parce que personne ne leur avait donné de soins. Et donc le soin, ça n'est pas un truc du 21e siècle, le soin. Vous savez, c'est un truc qui a des milliers d'années. Et donc, il faut soigner les gens. Et la leçon la plus pertinente, moi, que j'ai vue, c'est en Afrique, vous savez que je connais bien l'Afrique subsaharienne, eh bien, c'est un mystère qu'on essaie d'élucider. La mortalité est la plus faible du monde en Afrique, et en particulier, pour moi, à cause de la médecine communautaire, c'est-à-dire que personne n'a été laissé isolé. Les gens allaient voir les malades, ils leur donnaient quelque chose, y compris des médicaments traditionnels. Bien sûr, la plupart prennent des antipaludéens. Et tout ça a fait que, en dépit du fait qu'ils n'ont pratiquement pas de vaccin, qu'ils ne se sont pas vaccinés, eh bien leur mortalité est la plus basse du monde.
Vous dites « Laissons les médecins s'occuper des malades ». Ce que vous venez de nous expliquer, c'est le sous-titre de votre livre. Pourquoi la France n'a pas su développer un vaccin? Parce que c'est vrai que c'est ce que le président de Sanofi a dit, c'est vrai. Il faut le reconnaître, un échec par rapport à la rapidité qu'il fallait. C'est extrêmement dommageable pour la santé publique et pour nous. À l'heure actuelle, Sanofi n'est parvenu à développer qu'un seul vaccin contre la maladie. Et il est encore en cours d'examen aux États-Unis et dans l'Union européenne. C'est incroyable que la France n'ait pas réussi. Je sais pas. Moi, j'avais suggéré, je crois encore ça, que le Sanofi aurait dû développer. Il y a un vrai savoir-faire chez Sanofi dans les adjuvants. Je pense qu'ils auraient dû faire comme les Chinois ont fait leur vaccin, faire un vaccin comme le vaccin de la grippe, c'est-à-dire un vaccin avec du virus qui est inactivé, et des adjuvants qui sont des vaccins qui sont un tout petit peu plus longs, mais pas tellement à préparer. On a vu que les Chinois ont réussi à réaliser ça assez rapidement, et qui ne comportent pas les interrogations qu'on a en utilisant dans une situation nouvelle des formes de vaccins qui n'ont jamais été évaluées avant sur cette échelle. Donc c'est un choix. Moi, j'aurais fait le choix de faire ça, de faire un vaccin atténué, le même vaccin que la grippe, qui est ce qu'il est, qui n'est pas parfait. Mais enfin, il n'y en a aucun de ces vaccins qui sont parfaits, si vous voulez, mais qui protégeait ou qui aurait protégé en partie des formes graves, les gens qui risquaient de faire des formes graves, ce qui aurait dû être l'objectif. Bien sûr. Alors, hier, on apprenait la disparition de Morissette Doyer. Marc était avec nous hier avec son fils. Pour lui, elle est décédée suite aux effets secondaires du vaccin. Il était sur notre plateau hier. J'aimerais qu'on revienne sur ce moment et que vous nous donniez votre sentiment là-dessus. Oh, arrête de bouger. Oh là, tout qui bouge. Hein. Oh. Elle fait bah ouais. Vous verrez pas Morissette, je mets la main, vous savez pourquoi. C'est ce que j'essaie de vous montrer en fait. Le revers de médaille du bénéfice-risque, la vie de tous les jours dans ces cas-là. Je sais pas si là-haut ils vont comprendre. Bah écoutez, voilà. Non, il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y en a pas. Regardez, il n'y en a pas. Moi j'attends que ça, me faire engueuler, insulter. Qu'est-ce que ça me manque ça? Bah oui. Alors, est-ce que, Marc Doyer, on l'a vu sur énormément de plateaux, est-ce que vous comprenez, parce qu'il avait tweeté à un moment voilà, sur Pfizer, qui lui aurait pris, sa femme, Marc d'ailleurs, vient de m'écrire là, et il m'a envoyé le certificat de décès de Morissette. Est-ce que c'est possible ça, que ce soit arrivé sur un effet secondaire du vaccin ou pas du tout? Si vous voulez, les effets secondaires rares, dans les effets secondaires, je crois que j'avais expliqué ça une fois, il y a des choses qui sont très simples, c'est-à-dire y compris même des effets qui ne sont pas vraiment des effets secondaires, mais des réactions au fait qu'on vous fait une piqûre avec quelque chose dont vous ne savez pas trop ce que c'est, qu'on a fait l'effet nocebo. Les infections, dans les effets secondaires rares, ça a été un des problèmes de la réactivité et de la peur de cette épidémie, c'est que on n'a finalement pas respecté les règles qu'on s'était données jusqu'à maintenant pour évaluer les vaccins. Ouais. Pour évaluer les vaccins, et ça fait longtemps qu'il y a des gens qui auraient bien voulu qu'on les dédouane de l'évaluation des vaccins telle qu'on pense qu'on doit la faire, c'est-à-dire si on doit vacciner, là je crois qu'on en est à 12 milliards de personnes qui ont été vaccinées, il faut prendre la mesure pour pouvoir évaluer et trouver les effets secondaires rares. Par exemple, c'est vrai que les myocardites, il y a eu une mort subite de myocardite chez les hommes jeunes. C'est vrai qu'il y a eu des thromboses cérébrales chez les femmes jeunes qui ont été liées au vaccin, qui ne sont pas des événements que l'on pouvait très facilement observer en ayant des délais aussi courts et en ayant aussi peu de gens qui étaient inclus. On ne pouvait pas mesurer non plus l'efficacité du vaccin au bout de 4-5 mois en faisant une évaluation des vaccins pendant 6 mois. C'est mécaniquement impossible. Donc, il y a eu un choix politique qui a été pris d'évaluer partiellement l'efficacité et la tolérance de ces vaccins sur les effets secondaires parce que un certain nombre de gens pensaient que la situation était tellement catastrophique qu'on allait avoir une baguette magique qui allait résoudre le problème de cette épidémie, qui allait exterminer la population de la Terre. Vous avez vu que la population de la Terre a continué à grandir, la population de la France a continué à grandir. Nous, on vient de sortir un travail sur tous les morts, 100% des morts des CHU de Nice et de Marseille. La moyenne d'âge des morts est 80 ans. Et ceux qui étaient plus jeunes que ça, des gens qui avaient des pathologies à côté, des cancers évolutifs ou des maladies immunodéprimantes. Donc, il n'est pas arrivé la peste, là. Hein. Et donc, il fallait garder son calme, il fallait soigner les gens, il fallait se consacrer à soigner les gens les plus vulnérables, il fallait
Et il faut vacciner les gens les plus vulnérables. La durée de protection de ce vaccin dans la situation actuelle, c'est peut-être 1 mois et demi pour les formes graves. Hein. Ah oui. Donc c'est très peu. C'est très peu, 1 mois et demi, oui. C'est très très peu. Donc tout ça, le fait d'être pris par la panique, si vous voulez, à laquelle notre société est confrontée, hein, par la panique à chaque fois qu'il y a un événement, plutôt que de prendre le temps de la réflexion, de l'analyser et de faire une analyse a posteriori pour comprendre ce qui s'est passé. Et ce temps n'est plus pris parce que, eh bien, effectivement, ressources d'information, quand elles passent par vous, sont très, pour pouvoir attirer l'attention, sont très violentes, sont très brutales, parce que c'est ce qui attire l'attention, oui, c'est ce qui fait que les gens font des clics. On synthétise en plus beaucoup, donc forcément. Voilà, et c'est très court. Et puis le temps passe, et puis nos démocraties aussi. Moi, je me demandais pendant des années pourquoi. Ça fait 25 ans que j'ai essayé de faire augmenter de manière très très considérable le nombre de gens qui peuvent faire médecine en France. Ils ne peuvent pas faire médecine, on les empêche de faire médecine. On les importe des pays du Sud. Les gosses vont qui en Roumanie, qui au Portugal pour le faire. Ou en Espagne. Mais c'est des fous, pourquoi ils ne le font pas? C'est parce que, moi je finis par penser, peut-être avec cynisme, mais c'est parce qu'il faut 8 ans au moins pour faire un médecin. Et comme le mandat des gens c'est 5 ans, ils s'en foutent, ils ne le verront pas. Ouais. Donc au bout d'un moment... Et en plus, si vous demandez aux partenaires sociaux, est-ce que vous avez vraiment besoin de concurrence? Ils vous diront non. Vous voyez, donc il y a un moment, c'est la stratégie d'État sur une chose comme ça, c'est une chose qui est extrêmement importante et qui est une des raisons pour lesquelles on a tellement de problèmes. On manque terriblement de médecins, mais tout le monde le sait. C'est des chiffres. Les chiffres de l'OCDE montrent que la France est un des pays qui a le moins de médecins, des pays de l'OCDE. Ça montre que c'est nous qui avons le plus, excusez-moi, les médecins vieux, les médecins de plus de 55 ans, c'est nous qui avons le plus de vieux médecins. Et heureusement qu'il y a les vieux médecins, parce qu'ils continuent à travailler. Donc, si vous voulez, on a là un problème de fond qui est que le politique s'est emparé de la médecine pour dire, je sais pas si c'est parce que les études sont trop chères, je sais pas parce qu'ils n'aiment pas les médecins, je sais pas ce qui se passe, mais il y a une approche de la médecine là qui est en train de changer, où on pense qu'on va remplacer les médecins par des informations de la Direction générale de la santé. C'est pas vrai. Il faut aller les voir, il faut les soigner, il faut les rassurer, il faut les calmer. C'est comme ça qu'on fait. Sinon, on arrive à ce qui s'est passé, c'est-à-dire que d'un coup, tout le monde va aux urgences parce qu'il n'y a plus de médecins pour vous soigner. Les urgences explosent, elles sont plus capables de gérer les gens, elles renvoient les gens à la maison ou ils passent directement en réanimation. Et donc, on ne gère pas les choses. Les choses ne se gèrent pas dans la panique. Voilà. Alors, on a vu des images à Shanghai, objectif zéro Covid, des images qui nous ont fait froid dans le dos. On va revoir ces images, je le compile à Shanghai. Vous allez nous dire si c'est possible, ça, si ça peut arriver en France, que c'est vrai que on se dit, ça avait démarré à l'époque en Chine, et là, ce qu'on voit, on se dit, est-ce que ça peut arriver en France dans quelques semaines? Regardez. Alors, est-ce que c'est possible ça? Pourquoi de telles images, professeur? Ou est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs qui se disent comment ça se fait que ça se passe comme ça là-bas? Et est-ce que ça peut arriver chez nous de telle situation? Si vous comprendrez mieux pourquoi j'écris ce que j'ai dit et ce que je dis au fur et à mesure. Si vous voulez, on a été face à une maladie inconnue. Il y a des gens qui ont fait des modèles mathématiques pour expliquer ce qui allait se passer, ce qui est une grande folie, mais vous y replongerez immédiatement. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Vous aimez ça, qu'on vous prédise l'avenir, ça vous plaît. Donc, vous y retomberez. Si, ça vous plaît. J'adore ça, moi. Et donc, quand on a commencé, les gens vous ont prédit un certain nombre de choses qui étaient imprévisibles. Et donc, une des prévisions, au début de l'épidémie, ceci a ressemblé à ce que l'on a habituellement, c'est-à-dire une courbe en cloche, si vous voulez, du nombre de cas, ça augmente, puis ça diminue et ça s'arrête. C'est la grippe, si vous voulez. Hein. Ouais. Et puis, simplement, ce virus-là, pas toute cette famille de virus, les coronavirus, mais ce groupe de virus-là, il est nouveau chez nous, chez l'humain. Oui. Et donc, on ne pouvait pas prévoir ce qu'il a fait. Il y a des gens qui ont fait la stratégie zéro Covid, Covid zéro. Ouais. Ça a été, au début, ça a marché. C'est-à-dire, ça a été la Nouvelle-Zélande, ça a été les îles en général, ça a marché. C'est plus facile de bloquer les îles. Ouais. Hein. Et puis, ça a été la Chine qui a interdit. Voilà, on rentre plus, on sort plus. Et à chaque fois qu'on a des cas, on a. Sauf que ce virus ne fait pas comme ça. Et donc, en particulier, il a une capacité à générer ce qu'on a appelé des variants.
et si vous regardez un peu les choses que l'on a publiées, on était les premiers au monde à parler de variants. D'accord ? On parle ça de juillet 2020. Et bien après, il y a des gens qui ne savaient même pas que regarder un génome de virus, ils n'en faisaient pas d'ailleurs des génomes de virus. Donc le premier point, c'est qu'il y a des variants qui apparaissent. Il y en a un qui est arrivé chez nous l'été, alors que le premier épisode était fini au printemps. Il arrive l'été, et puis le premier, on voit très bien, il arrive du Maghreb par bateau. Mais on a de la chance, il était en fin d'évolution, et donc il dépasse très très peu la zone de Marseille et il disparaît. Et puis il y en a un autre qui arrive juste après, dont on sait maintenant qu'il vient d'Espagne, qui va faire une grande partie de l'Europe. On ne sait pas pourquoi, il ne va pas s'imposer en France. Et puis il y en a un autre qu'on appelle Marseille 4. Ça, c'est un Made in France qui a été fait. Ça, on a vraiment maintenant les données dans l'élevage de visons français d'Eure-et-Loir, d'accord ? Et qui, lui, va tuer plus que tous les autres. Donc on a là deux choses. Un, on a des variants. Deux, on a des sources animales, c'est une zoonose. Et c'est un virus qui fait des allers-retours entre les animaux et les humains. C'est une des raisons pour lesquelles, dès ce moment-là, on sait que ça n'est pas un objectif possible de penser qu'on va éradiquer cette maladie. C'est pas possible. Elle va changer, il faut apprendre à la traiter, si vous voulez. Mais donc elle sera toujours là, voilà. Elle va rester là. C'est ça, voilà. Sous une forme ou sous une autre, elle va rester là. Et donc, comme elle change, et que les virus mutent en permanence, eh bien, quand vous faites des vaccins, c'est mon point de vue, qui sont trop ciblés sur une seule zone, c'est très facile pour le virus d'introduire une mutation qui va, c'est ce qui se passe avec l'Omicron, des mutations qui vont échapper aux défenses immunitaires, soit que vous avez eu naturellement, la maladie avant, donc vous pouvez en faire deux. On peut même faire deux Omicron, on voit avec le 1 et le 2, et bien sûr, vous pouvez faire le Delta et le Omicron. Et donc, bien entendu, les vaccins contre ça ne sont pas plus efficaces que l'infection naturelle. Il n'y a pas de cas dans lequel les vaccins marchent mieux que l'infection naturelle. Donc, voilà, il faut apprendre à vivre avec, il faut apprendre à protéger les gens qui sont les plus fragiles, parce qu'on sait que c'est eux qui ont un risque de mourir. Il faut les prendre le plus précocement possible. Et voilà. Et l'hypothèse la plus plausible, moi, je ne fais pas de science-fiction, mais l'hypothèse la plus plausible, c'est que ça devienne quelque chose qui ressemble à la grippe, c'est-à-dire que petit à petit, devienne saisonnier et qui ait une certaine mortalité, pas négligeable, mais c'est une mortalité hivernale. Voilà, si c'est pendant la saison d'hiver, parce que tous les virus respiratoires ne sont pas en saison d'hiver. Benjamin Castet, vous avez une question, je crois, pour le professeur. Une question. Hier, on recevait Marc Doyer, qui est le mari de Morissette. Il a dit que le dossier Covid, maintenant, était classé secret défense. Alors, on sait ce que ça veut dire, si c'est vrai, qu'on n'aura pas accès aux données avant, je ne sais pas, 20 ou 30 ans. Est-ce que c'est d'abord, est-ce que c'est vrai ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je croyais comme vous, et je ne le crois plus parce que j'ai posé la question directement aux gens qui font une investigation. Je me demande si c'est un lien avec le fait que j'ai été harcelé par le ministère de la Santé, mais ils font l'investigation pour la Cour de justice de la République, si vous voulez, pour savoir si il va y avoir un procès pour Mme Buzyn et pour M. Véran. Et donc, j'aurais posé la question et ils m'ont dit non, nous, dans le cadre de cette enquête, on peut avoir accès sous la supervision d'un préfet hors cadre motivé pour le regarder. C'est-à-dire qu'on n'utilise que ce qui est destiné à l'enquête. Donc, c'est accessible s'il y a une enquête de cette nature-là. L'ensemble des données. C'est accessible, oui. Oui, Géraldine. Mais je ne le savais pas. Je vous aurais répondu une bêtise, j'aurais répondu spontanément secret défense. Oui, professeur, nous, on est des croyants, vous êtes un sachant, et c'est vrai que vous avez raison, vous l'avez dit tout à l'heure, pendant 2 ans, on a été pris dans une sorte de tsunami, de tourbillon médiatico-sanitaire. Et pendant ces 2 ans, on a eu ce qu'on a appelé ici, et d'ailleurs partout, la vague anti-vax. Alors, anti-vax, pas anti-vaccination, anti-ce vaccin, vaccin Pfizer. Et en fait, moi, je voulais savoir si... il y a eu une métastase de cette vague anti-vax, ça a été la sphère complotiste. Et moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez quand on nous a dit, par exemple, que le vaccin, en fait, que tout ça avait été inventé, que ce vaccin avait été inventé pour juste enrichir Big Pharma, que finalement, voilà, on nous avait mis des puces, qu'on voulait nous manipuler, qu'on voulait nous supprimer, qu'on voulait nous épier. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce tourbillon complotiste ? Si vous... encore une fois, je pense qu'on vit d'abord une société qui est très nerveuse, dans tous les sens. Je ne trouve pas du tout. Qui a une hyper-réactivité qui est bien entendu augmentée par nos modes de communication. Et qu'à la fois, j'ai trouvé disproportionnée cette croyance que
pour une maladie virale respiratoire due à un virus ARN, on allait trouver une baguette magique qui allait arrêter tout. Il y avait une espèce de rêve qui montait, là, comme ça. Ce cauchemar va s'arrêter. On va avoir le vaccin et le cauchemar va s'arrêter. Et donc, ça, c'était un côté. Et de l'autre côté, il y a des gens qui disent et qui voient. Et moi, j'ai écrit un livre sur le vaccin que je vous recommande, il y a bien longtemps, en disant qu'il fallait essayer d'être intelligent avec le vaccin, ce qui est très compliqué, parce que les vaccins... ça n'est pas du soin, on vous injecte quelque chose alors que vous n'êtes pas malade. Et que ça, depuis le début de l'histoire de la vaccination, ça pose un problème qui est compliqué. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on me fait ça? Est-ce que je vais vraiment en tirer en bénéfice? Est-ce qu'il y a plus de bénéfices pour moi que de risques? C'est une vraie question. Mais ça modifie notre ADN, par exemple, ce vaccin? Comme disent la sphère complotiste. Pas qu'on sache, non. Pas qu'on sache. Les éléments qu'on a sur le virus qui a été publié, c'est que sur le virus ARN, mais c'est très compliqué. Il y a une chose qui alimente les complotistes, c'est de mentir. Et donc, il y a des gens qui, pour le bien des gens, leur mentent. Et ils s'en rendent compte. Voilà. Et quand ils se sont rendus compte qu'on leur mentait, c'est-à-dire qu'on ne leur disait pas la vérité, ou que les gens qui étaient censés être des sachants n'en étaient pas. Moi, je me rappelle, par exemple, la Société de pathologie de langue française a fait des questions-réponses en disant l'ARN ne peut pas se transformer en ADN. Et on sait depuis 1989 qu'il y a tous les enzymes qui font que l'ARN peut être intégré dans l'ARN. L'ARN peut être intégré dans l'ADN. Et il y a un papier, un très beau papier, fait par une très bonne équipe, qui montre de l'intégration d'une partie du virus lui-même, pas du vaccin, mais du virus lui-même à l'intérieur des cellules. Donc c'est des choses qui sont rarissimes, mais qui ne sont pas, ça n'est pas impossible scientifiquement. Mais ça ne veut pas dire que ce soit un phénomène fréquent, ça ne veut pas dire que ça existe pour le vaccin. Mais il y a une vraie question qui est, vous voyez, d'abord, qui s'est posée, que moi j'ai vécu dans le plus profond de moi-même, c'est qui a le droit de dire? Est-ce que, comme scientifique, vous avez le droit de dire vous directement, sans être médié par le politique ou par le journaliste? C'est une vraie question. Et est-ce qu'on doit le dire? Parce que de le dire, ça introduit un doute. Mais le doute qu'on introduit si on ment est beaucoup plus grave, beaucoup plus long. Et on voit ça dans beaucoup de pays, en particulier en Afrique, reculer la vaccination qui n'était pas remise en cause, maintenant, à cause du fait qu'on a imposé une vaccination dont les effets sur une grande partie de la population n'est pas très grand, en disant, écoutez, c'est merveilleux, il n'y a aucun problème et il n'y en aura aucun. D'accord? Donc, il faut faire attention à garder un discours balancé, mais c'est difficile dans les médias et c'est difficile avec les politiques qui sont comme les médias. Mais en Afrique, on nous a dit aussi que les gens... Vous avez posé combien de questions? Non, mais sans être, tu croyais que tu allais prendre un verre avec le professeur. Si tu veux rencontrer le professeur, tu regardes, tu l'appelles. Oui, Gilles Verdet. Oui, professeur, on voit derrière Cyril la mention accusation d'essai interdit. Ouais. Vous avez été accusé par certains médias qui ont rendu leurs enquêtes publiques d'avoir fait des essais interdits, notamment contre la tuberculose. La question, elle est simple. Avez-vous, oui ou non, procédé à des recherches et des essais interdits? Ah non, pas du tout. Non, mais c'est intéressant d'ailleurs parce que vous savez, à chaque fois que j'ai une accusation ou à chaque fois que je dis quelque chose qu'on me contredit, finalement, les gens finissent par dire oui, mais, et on rajoute une tranche. Alors, je peux vous dire... L'agence du médicament a indiqué, parce qu'il y a un rapport qui est sorti le 27 avril, et a indiqué saisir le procureur de la République à ce sujet. Oui, elle avait déjà... Alors, je vais vous dire, ils le saisissent régulièrement. Et pour l'instant, il ne se passe jamais rien. C'est-à-dire que la dernière fois, c'était le 5 novembre. Il y avait j'ai reçu une lettre qui était extrêmement toxique des deux ministres de la Santé et de l'Université en disant « Monsieur Raoult fait des essais illégaux sur la tuberculose. C'est confirmé ou c'est en voie de confirmation par une enquête interne du directeur de l'assistance publique. C'est comme ça que les autres, en se basant sur le fait qu'avait été publié dans la Mediapart, ce qui est tout à fait illégal, le dossier d'un malade. C'est totalement illégal. Ils ont délégué 8 personnes qui sont chez moi depuis l'époque. Et à la fin, ils n'ont rien trouvé sur la tuberculose. Rien du tout. Mais on ne dit pas dedans. On dit pas. Dans le rapport, on pointe 15 écarts qui ont été identifiés. Oui, non, je sais bien. Dans le premier écart, c'est que j'étais désagréable avec eux. Ce qui est vrai, d'ailleurs, parce que je trouvais que c'était désagréable d'écrire des choses pareilles. Donc, je peux vous le dire, on verra bien. Et globalement, il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, pour vous dire la vérité, la première chose qu'ils nous reprochent, ce qui est la plus intéressante de toutes, c'est une étude qui a été faite par des écouvillons qui ont été pris chez les enfants qui avaient des diarrhées. Et qu'il y a des enfants qui n'avaient pas de diarrhée, chez qui on a demandé aux parents est-ce qu'on peut faire un écouvillon pour voir la différence. Vous voyez, la question que vous posez sur les Shigella, si vous n'avez pas de contrôle, ce qu'on appelle des contrôles, vous ne savez pas ce que c'est. Cette étude a été lancée avant même que l'IHU existe.
On reproche ça maintenant à l'IHU, mais elle a été faite en 2009. L'IHU a été officiellement créée, et bien entendu pratiquement bien après, en 2010. Elle a été réalisée dans le grand associé de notre directeur de l'hôpital, parce que moi, je n'ai jamais reçu d'enfant, dans le service qui est dirigé par le président de la commission médicale de l'établissement, qui s'appelle Jean-Luc Jouve. C'est lui qui en a pris la responsabilité, et le promoteur, c'est l'assistance publique. Donc, je ne vois pas ce que j'ai à voir avec ça. Et c'est le conseil scientifique de l'assistance publique qui l'a validé. D'accord ? Et ça a été ensuite rétrospectivement validé par le comité d'éthique dirigé par le doyen de la faculté de médecine. Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait de la PCR sur des échouillons qu'on m'a envoyés. Donc, moi, je veux bien que voir le procureur de la République, je n'ai pas de problème pour le voir ni pour lui expliquer. Vous savez, j'ai pas de problème avec ça. Donc, il faut bien voir quand ces machines de guerre se mettent en place, mais 8 inspecteurs, parce qu'il y en a de l'IGAS, de l'ANSM, de l'IGLR, c'est incroyable. 8 qui sont là depuis plus de 3 mois. Ils sont restés chez vous 3 mois. Ah, mais on en a encore. Toutes les semaines, on a un truc. C'est inouï ce qu'ils nous font. Mais c'est intéressant. Parce ils ont un logis, ces gens-là. Hein? Ils ont un logis, ces gens-là. C'est fou, ça, oui. Et donc, moi, je n'ai pas de problème avec la justice. Mais je peux vous le dire. 1, nous avons porté plainte contre Mediapart. 2, nous avons porté plainte contre le directeur de l'assistance publique. Ça, je peux vous dire, c'est vrai. Ça va passer devant la justice pour de bon. Hein. D'accord. La plupart de ceux qu'on appelle les anti-vax ne sont pas satisfaits de la réélection d'Emmanuel Macron parce qu'ils ont peur qu'on les prive à nouveau de leur liberté. Est-ce que vous pensez qu'il y a un candidat qui aurait proposé une meilleure gestion du Covid ? Ou ça aurait rien changé? Ça, il sait pas trop. Écoutez, je me suis exprimé sur ce point de vue-là. On a essayé de me faire m'exprimer sur un point ou sur un autre, mais je ne dis jamais pour qui je vote, et puis je n'ai pas de légitimité pour dire aux gens ce qu'ils doivent voter. Mais globalement, moi, je vois une chose. Dans mon expérience, dont je regrette qu'elle soit si longue, parce que je voudrais bien qu'elle ait 20 ans de moins. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, d'abord, ce n'est pas nécessairement ceux pour qui j'ai voté, d'ailleurs, qui ont été élus, ni ceux pour qui j'ai voté et qui ont été élus, qui ont fait le meilleur travail. Donc moi, je ne sais pas plus prédire ça. Il y a une chose que j'ai vue, c'est quand même, ce qui est très important, c'est le casting. C'est-à-dire le président de la République, c'est une chose, on est tous obnubilés par ça, mais si vous mettez des gens qui ne sont pas compétents, ou qui sont des gens qui ont de l'amertume contre le propre corps social qu'ils sont censés représenter et gérer, vous avez des problèmes. Donc ce qui est important, c'est qui vous mettez là à la barre directement, parce que l'idée que le président de la République peut tout téléguider depuis l'Élysée est un fantasme. C'est pas vrai. Il faut des gens qui s'occupent. Donc, si il y a un très bon ministre de la Santé, eh bien, mon Dieu, il réfléchira, il s'appuiera sur tous les savoirs du pays et pas dans une position d'affrontement qui n'est pas raisonnable. Et puis, je vous rappelle, enfin, je ne veux pas faire honte à ma modestie, qu'il y en a vu d'autres, enfin, il n'y a personne qui a publié en maladie infectieuse comme moi dans le monde. Hein. Donc on ne peut pas être en hostilité frontale avec moi. Vous savez, l'humilité ici, on en est revenu. Non mais c'est vrai, non mais vraiment, oui. Non, moi j'ai une question à vous poser, professeur. Comment ça se fait que depuis 2 ans, depuis 2020, on vit avec des variants, des Delta 1, Delta 2, Omicron? Il y a eu tout le temps des variants tous les 2, 3, 4 mois. On a tout le temps vécu avec ça, les enfants avec le masque. Et puis depuis janvier, février, il y a l'Ukraine qui est arrivée, il y a les élections qui sont arrivées, et puis les variants, ça y est, ils ont dit on laisse tout le monde tranquille, tout le monde se serre la main, on revit comme avant. Ils sont au Club Med à Kemer. Non mais ça m'intrigue moi de savoir pourquoi à la radio j'entends plus parler de variants, pourquoi j'entends plus parler à la télé, pourquoi tout le monde se serre la main, pourquoi tout le monde veut faire la bise. Donc est-ce qu'on a vraiment fini avec le Covid ou est-ce que ça va revenir? Parce que c'est dans le monde entier, c'est pareil aussi. Je suis intrigué moi, le respect du variant qui nous laisse tranquille pour l'instant et qui reviendra peut-être... Alors... Il y a des travaux qui se font qui sont un peu complexes, mais moi, j'arrive à analyser ce qui se passe à Marseille. Pour le reste, je ne sais pas. Donc, tous les variants, le pire des variants qu'on ait eu en termes de mortalité, c'est ce qu'on appelle le Marseille 4, c'est ceux qui venaient des visons de l'élevage français. Ils n'ont pas tous la même mortalité, ils n'ont pas tous la même sévérité. Et puis, je pense, encore une fois, que l'affolement, la panique qui a pris les gens au départ, en particulier ici. Ici, il y a eu un tribut à Paris qui a été payé en 2020, qui est considérable, hein, ici et dans l'Est. Hein. Les choses ont changé. Je vous rappelle, c'est pour ça que j'écris ça. Moi, je me suis fait engueuler par le directeur de l'ARS, qui est au-dessus du directeur de l'Assistance publique. Tout le monde m'engueulait. C'est un truc de fou. Parce qu'on faisait les tests. Et on me disait, mais attendez, moi, je fais maladie infectieuse depuis 40 ans. Maintenant, enfin, quand même, je sais bien que pour faire le diagnostic de maladie infectieuse, il faut faire un diagnostic, il faut faire un test. Il a dit, non, il ne faut pas faire de test. Donc, vous vous rappelez, on montrait les queues, parce qu'on était les seuls, y compris la moitié des gens qui venaient en TGV à Marseille, ils venaient pour se faire tester de Paris. Hein. Donc, il faut voir qu'ici, il n'y avait aucun test, on ne faisait rien. D'accord ?
Donc ce n'est pas une manière de traiter les choses, il faut s'organiser. Et c'est pour ça que je disais, vous savez, ça ressemble beaucoup à juin 40, c'est parce que les gens ont démissionné avant de commencer. Et c'est pas comme ça. La médecine n'est pas comme ça. La lutte contre les épidémies, c'est pas comme ça. Tout le monde se retrousse les manches, essaie de faire ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et je peux vous dire, parce que je l'ai dit, le conseil scientifique disait officiellement, on ne peut pas faire de tests parce qu'on n'a pas les moyens. Et il y avait le plus gros laboratoire vétérinaire qui a écrit à la fois à moi et à Delfrécy pour leur dire, j'ai de quoi faire 30 000 tests si vous voulez. Moi, je dis, envoyez-moi, envoyez-moi. Et le conseil scientifique n'a jamais répondu. Donc ça veut dire que les gens disaient on ne peut pas faire les tests, ils ne cherchaient pas à les faire. Nous, on a acheté des machines supplémentaires, on a fait importer des choses pour pouvoir faire face aux besoins. C'est le besoin qui détermine ce que l'on doit faire et ce n'est pas de dire on ne peut rien faire. Ouais. Ouais. On a des questions sur Twitter qui sont arrivées. Que pense-t-il des soignants suspendus? Tiens, c'est pas mal, c'est une bonne question de voix populaire. Oui. C'est une bonne question, je pense que c'est pas raisonnable. Ouais, ça, on est d'accord. C'est pas raisonnable, ça, on dit que c'est un vaccin. Maintenant, on fait que c'est pas vrai que ça empêche la maladie. Il y a autant, nous, on regarde, il y a autant, la proportion de positifs chez nous, chez vaccinés et non vaccinés, la même. Donc peut-être ça protège des formes graves chez les gens qui sont vulnérables. Et deuxièmement, ça n'empêche pas la contagiosité. Donc on ne peut pas dire que les gens qui sont... C'est Agristiti, c'est un ami. Bonjour monsieur, pensez-vous que le coronavirus est finito? Il nous en a parlé, le professeur Raoult, il y a un instant, il dit qu'on allait devoir vivre avec, c'est ce qu'il nous dit. Question suivante, s'il vous plaît, merci. Merci. Bonjour professeur, est-ce que la cause de ce virus est connue ou toujours pas? Ça c'est une très bonne question aussi de Fortix, OM57. On voit à peu près ce qui se passe. Si vous voulez, je vous conseille, il y a un des types qui était déjà un des meilleurs spécialistes des coronavirus sur le plan fondamental, qui s'appelle Bruno Canard, qui a fait une magnifique conférence chez nous pour expliquer ce qu'on savait. Et lui, il a continué après le premier SARS. Il ne fait pas comme les journaux de parler de ça pendant 15 jours et puis on passe à autre chose. Et il n'a pas cessé de travailler sur le coronavirus. Donc ce qu'on voit, c'est que ce groupe de coronavirus, c'est un groupe qu'on voit dans pratiquement tous les animaux. D'accord ? Donc c'est juste une question de temps de savoir de quand ils vont passer à l'humain et de quand ils ne vont pas le passer. Et en particulier, on voit bien maintenant, par les reconstructions qu'on fait, c'est-à-dire si on regarde d'où viennent les séquences des gènes, eh bien, on voit que ça vient des chauves-souris. Et les chauves-souris sont un réservoir absolument hallucinant. C'est pas tellement de maladies. Les chauves-souris vivent comme nous. Elles ont des villes de chauves-souris. Dans une grotte, vous pouvez avoir 1 million de chauves-souris qui sont toutes à se frotter les unes les autres. Et donc, quand vous avez... Ça rappelle la soirée de faire des maladies contagieuses. Chez les chauves-souris, de faire des maladies contagieuses, c'est leur vie. Et donc, si vous regardez... Et je vais vous faire peur, c'est bien fait pour vous. Vous n'allez pas me faire venir. Si vous regardez chez les animaux sauvages, je travaille avec les gens du Gabon qui avaient commencé à travailler sur les virus de la faune sauvage. Et vous êtes très impressionnés, si vous regardez dans la faune sauvage, il y a tout un groupe de virus qui sont les mêmes virus extrêmement proches du virus de la rougeole. Il y a un groupe de virus qui sont extrêmement proches du virus des oreillons, d'accord ? Très très proches. Ça veut dire que si vous arrêtez la protection par les oreillons et la rougeole, vous ne pouvez pas dire que je suis anti-vax quand même. De fait, eh bien, il est bien possible que ça réémerge à partir d'un foyer animal, d'où c'est probablement parti au départ. D'accord ? Donc... voilà, ça existe, les animaux sont... Et la capacité des humains à inventer un virus à côté des milliards de chauves-souris, si vous voulez, c'est pas raisonnable. D'autant qu'on ne connaît pas vraiment les facteurs de virulence. On ne sait pas ce qui les rend plus virulents. Et je vais même vous dire plus, si on avait construit un coronavirus avec ce qu'on sait maintenant, on n'aurait pas fait ça. Parce qu'on voit que l'adaptation à l'homme passe par la destruction d'un certain nombre de gènes qui ne lui sont pas nécessaires pour donner des épidémies chez l'homme. Et donc, ça veut dire que son adaptation est récente à l'homme. Elle vient d'arriver et qu'elle vient d'ailleurs. Et donc, c'est un virus qui est en train de s'adapter à l'homme, petit à petit, de se changer. Et les variants qu'on voit sont des variants... Il y a des mutations qu'on voit se répéter dans les différents coins du monde au fur et à mesure de son adaptation à l'homme. Anissa, vous êtes de Marseille, non? Oui, je suis de Marseille. Et je voulais vous poser une question. Est-ce que c'est vous qui êtes dans le clip de la Gérino?
Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Je sais pas de quoi vous parlez. Dans le clip de l'Algérie, non. Il y a un sosie. C'est un sosie. Est-ce que vous êtes dans le clip? C'est un sosie, je crois. Bah oui. Dans le clip de l'Algérie, un sosie. Exactement, il y a un sosie. Voilà, exactement. On m'a dit ça m'a fait beaucoup rire. Voilà, exactement. Non, c'est un sosie, c'est un sosie. Il est très Nous sommes beaucoup alors. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un sosie. C'est ce qu'on appelle un sosie. Je voudrais vraiment remercier le professeur Didier Raoult d'avoir été avec nous, carnet de guerre, Covid-19. Et c'est toujours un bonheur de vous écouter, professeur Raoult. Vraiment, on apprend plein de choses. Vous nous faites parfois peur, vous nous rassurez souvent. Mais c'est vrai que c'est un bonheur de vous avoir à chaque fois. Et c'est vrai que merci de répondre. Vous avez vu, professeur Raoult a répondu à toutes vos questions. Voilà, sans langue de bois. Et c'est incroyable. Voilà, je voulais le dire. Merci vraiment à vous. Et vous savez que vous êtes toujours le bienvenu sur notre plateau. On est fans de vous, on vous adore ici, et vous revenez quand vous voulez. On attendra ensemble le nouveau ministre de la Santé, on va voir qui ça va être. Hein, on s'est dit tout à l'heure, vous m'avez dit un truc tout à l'heure, si vous voulez, pour vous, il faudrait un homme politique ou un médecin ou... Moi, je pense que si on doit appeler des gens dans la société civile, et pas des politiques, il faut des stars. Mais les stars ne viendront pas. Ouais. Voilà, faites pas d'illusions, on n'est plus à l'époque de De Gaulle où il pouvait aller chercher Malraux, c'est fini. Donc la société civile, si c'est pour prendre des gens qui n'ont pas eu beaucoup de succès dans leur métier, si vous voulez, c'est la pire des choses qu'on fait. Parce que finalement, ils sont jaloux de nous, ils nous détestent parce qu'on les prenait pour des moins que rien quand ils étaient dans les mêmes sites que nous, vous voyez, et d'un coup ils sont au-dessus, et c'est une mauvaise idée. Tandis que les politiques ne sont pas en rivalité avec nous, ils sont en rivalité avec les autres politiques. Donc ce problème-là, de la société civile, de ne pas prendre, où vous arrivez à prendre des stars dans la société civile, ou bien alors, il faut mieux prendre des politiques qui font la part des choses entre la jalousie des uns, le sentiment de frustration des autres. Si M. Macron vous propose d'être Premier ministre de la Santé? Certainement pas. Est-ce que vous êtes une star? Mais tous ceux qu'on dit certainement pas ont été. Ouais, c'est vrai. Oui, mais vous savez, c'est la première fois qu'on m'en a parlé, vous n'étiez pas grand. Je pense que le professeur Raoult, s'il dit certainement pas, c'est que c'est certainement pas. Je vous le dis. Non, mais voilà. Merci, professeur Raoult. Vous revenez quand vous voulez, vous le savez, vous êtes ici chez nous.